Alors, ces trois Français islamistes, je rappelle, islamistes, ils voulaient Étudiants. rejoindre la Mmh. Syrie, étudiants, ils voulaient rejoindre la Syrie et ils faisaient référence à l'État islamique ainsi qu'au groupe djihadiste des forces rebelles syriennes impliquées dans la récente chute de Bachar el-Assad. Un seul lien justement avec la chronique de Charlotte, puisque nous évoquions hier, Charlotte, la réaction immédiate de plusieurs pays européens qui ont décidé hier, il y a 24 heures, de suspendre l'examen des demandes d'asile. En France, toujours rien. Faut-il voir déjà de la part de ces pays européens une prudence, voire une trop grande prudence devenue un risque djihadiste devant ce risque C'est vrai qu'on djihadiste? va étudier le mouvement inverse parce que non mais Ouais. on parle beaucoup de l'immigration des Syriens vers l'Europe et on leur a pas envoyé nos meilleurs éléments, si vous voyez ce que je Mm. veux dire. Pendant toutes ces années de guerre, on a eu beaucoup de départs, hein, en France et le fait que les plus jeunes, se remémorent évidemment par, ce qui vient de se passer. La Syrie est une terre d'instauration de califat, en effet dans la tête de tout cela. Nous, on va étudier le mouvement inverse, c'est-à-dire, qui est évidemment, plus massif, celui des Syriens qui viendraient en Europe. Alors déjà, le retour des réfugiés syriens qui sont déjà en Europe et ailleurs d'ailleurs, vers la Syrie était déjà au cœur des discussions avant la chute de Bachar el-Assad. C'était la discussion à la dernière réunion du Conseil européen en octobre. C'était déjà une question qui avait été évoquée. C'est l'objet de la confrontation entre la Turquie et Bachar el-Assad depuis des années, sous l'égide de la Russie. Vous savez qu'en gros, il y a 6 à 7 millions de Syriens qui sont en dehors de la Syrie depuis le début de la guerre. Il y a quasiment 50% sont en Turquie. En Europe, il y a quasiment 18%, 12% au Liban, hein, qui est un tout petit pays, et le reste réparti ailleurs dans le Moyen-Orient. Donc ça fait beaucoup de gens, évidemment, et tous les pays confrontés à cet afflux rêvaient du retour de ces Syriens en Syrie. La décision, elle avait déjà été prise par le Danemark en 2021 d'étudier la possibilité de retour, 2021, hein, d'étudier la possibilité de retour dans les zones sûres qui existaient en Syrie. En juillet dernier, vous avez une dizaine d'États membres de l'Union européenne, dont l'Autriche et l'Italie, par exemple, qui avaient demandé la normalisation des relations avec le gouvernement syrien pour renvoyer d'éventuels réfugiés syriens dans les lieux sûrs en Syrie, les lieux qui étaient désormais épargnés par la guerre. Et depuis 2019, donc pas la guerre commence en 2011, hein, depuis 2019, vous avez 600 000 Syriens qui ont fait une demande d'asile en Europe et 80 à 90% l'ont obtenu. Alors le revirement aujourd'hui, il ne se fait pas pour des raisons de sécurité, entre guillemets. Il se fait évidemment par rapport à la question migratoire, mais personne n'évoque dans les pays le risque, par exemple, d'infiltration djihadiste. On va y revenir. Simplement, qu'est-ce que disent les pays, tous un peu à leur manière? C'est que les pays européens estiment qu'ils ne sont plus capables d'examiner les risques qui légitime l'accord du statut d'asile. En réalité, vous savez que pour demander l'asile et pour l'obtenir, il faut que les risques soient avérés. Tous ces Syriens, dans l'immense majorité, ont obtenu l'asile, soit parce qu'ils ne voulaient pas faire le service militaire qui était obligatoire en Syrie, soit parce qu'ils étaient opposants politiques et donc qu'ils craignaient de retourner en Syrie et de subir les foudres du régime syrien. C'est l'immense majorité des cas. Donc évidemment, maintenant que le régime est tombé, régime pour lequel ils ont obtenu l'asile, les pays disent non seulement, certains disent on va réexaminer les raisons de l'asile, et la deuxième chose, on va évidemment suspendre l'examen de ces demandes d'asile, étant donné qu'on ne comprend pas bien pour l'instant la situation. On comprend que le régime est tombé, on ne comprend pas exactement ce qui va se passer dans les mois à venir. Mais c'est différent d'une prudence initiale sur les gens qui pourraient arriver. C'est deux choses différentes. Et évidemment, c'est ce flou qui prévaut. La réaction de l'Allemagne, c'est quand même important de le noter. L'Allemagne, donc c'est à peu près 1 million de Syriens qui sont accueillis. Elle est assez révélatrice, c'est qu'il y a des élections en Allemagne. En Et février. l'AfD s'est développée, notamment l'AfD, donc le parti d'extrême droite en Allemagne, s'est développé sur cette question notamment, dans les urnes. Elle a été plébiscitée après l'accueil de ce million de réfugiés en 2016. Donc l'Allemagne évoque aujourd'hui, et enfin probablement pour beaucoup d'Allemands, l'incertitude qui n'a jamais prévalu ces dernières années. Parce que je note quand même une chose, c'est que si on ne sait pas ce qui va advenir demain, parce qu'on a du mal à comprendre qui sont réellement ces rebelles, hier, c'était précisément l'opposition, donc potentiellement ces rebelles qu'on accueillait. La prudence n'était pas de mise. Or, si on ne sait pas aujourd'hui ce qu'ils peuvent faire, on ne savait pas non plus hier, j'en déduis. Donc, vous voyez que la prudence n'est pas exactement ce qui a guidé les pays. 8 pays ont suivi, ont annoncé faire pareil. Donc, suspension, le temps d'eux.
le temps de savoir exactement ce qui se passe. Et parfois, ça fonctionne dans l'autre sens. On a vu, on en a parlé hier, l'Autriche, c'est 95 000 Syriens qui ont été accueillis, 12 000 demandes d'asile en cours d'études en Autriche. Et l'Autriche a annoncé l'organisation d'expulsion, en disant beaucoup ont été accueillis en raison du régime en place. Le régime n'est plus en place. Il va falloir rentrer en Syrie. Mais la Suède, à l'inverse, qui a accueilli 200 000 Syriens, la Suède, a annoncé au contraire qu'elle suspendait les expulsions parce qu'elle ne savait pas quelle était la situation sur place. Vous voyez que c'est dans les deux sens également. Et la Norvège, elle a apporté les éléments de compréhension basiques. Elle dit cette suspension signifie que le pays ne rejettera ni n'accordera les demandes d'asile des Syriens qui ont demandé l'asile en Norvège pour le moment. Tant qu'on ne sait pas, on attend. Et cette suspension, elle est en réalité en raison de la Convention de 1951, qui est relative au statut de réfugié de l'ONU, la cessation du statut de réfugié. Donc, pour que nous n'accordions plus le statut de réfugié aux Syriens, il faut des changements fondamentaux qui sont, je cite, durables et non de nature temporaire dans le pays. Donc, il faut attendre de voir ce qu'il va se passer. La France, vous l'avez dit, a annoncé travailler sur une suspension des dossiers d'asile en cours. On n'en sait pas beaucoup plus. C'est le pays le moins clair de ceux qui ont pris la parole. Et l'OFPRA, qui est chargé d'examiner ces demandes d'asile en France, a dit, comme toujours en cas de situation évolutive, cela peut conduire à suspendre provisoirement la prise de décision, étant donné, évidemment, qu'il est impossible d'examiner les motifs d'asile invoqués. Donc, incertitude, certains pays prennent des décisions, d'autres n'en prennent pas. Tout le monde se base en tout cas sur l'incertitude. Exactement. Mais qui est concerné exactement, Charlotte Dornelas, en France? Et faut-il en effet s'inquiéter de la situation? Alors, en France, il y a 45 000 Syriens qui sont bénéficiaires d'une protection. Il y en a diverses. Vous savez, quand vous n'obtenez pas le statut de réfugié, vous pouvez obtenir une protection subsidiaire. Et de toute façon, si votre pays est en guerre, vous ne pouvez pas être expulsé. Donc il y a des statuts de protection différents, mais il y en a 45 000. Il y a à peu près 4 500 demandes d'asile de Syriens en 2023, 2 500 en 2024, et il y en a 700 qui sont en cours. La suspension de l'examen concerne ces 700 personnes uniquement. Évidemment, pas celles qui précèdent. Mais la question, on se dit, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Mais la question plus précise, c'est de quoi faut-il s'inquiéter exactement en Syrie, puisque l'inquiétude initialement examinée pour ces demandes d'asile, c'était le régime en place, qui n'est plus en place. Donc la question se pose sur le risque djihadiste. Le risque djihadiste, non pas tellement de ce qui pourrait arriver, je vous parle de l'examen des pays aujourd'hui, non pas tellement de ce qui pourrait arriver, de ceux, CEX, qui pourraient arriver en Europe, mais de ceux qui ont pris le pouvoir en Syrie et qui pourraient provoquer la fuite de Syriens qui les fuiraient à leur tour. Mais hier, on accueillait ces mêmes personnes au titre de l'asile et donc potentiellement aussi des gens dont on ignore tout aujourd'hui. Ça avait été tellement négligé, souvenez-vous, que certains avaient été passés par le flux de réfugiés en 2016 et certains que l'on avait retrouvés au Bataclan. Or, quelques mois plus tôt, la ligne, c'était un fantasme d'extrême droite, le fait que des djihadistes puissent passer par ce flux-là. Or, on a appris ces derniers jours que, par exemple, le Djoulani qui a pris le pouvoir aujourd'hui en Syrie, qui a un comportement qui aujourd'hui ne pose aucun problème en Syrie, il faut le dire, il y a quelques mois, quand il avait quitté Daesh pour fonder HTS, il avait renoncé par exemple au djihad international. C'était une des raisons pour lesquelles il scissionnait avec Daesh. Mais ça ne l'a pas empêché d'être en contact avec par exemple Anzorov, qui avait trouvé là-bas une oreille attentive pour ses projets d'attentat, Anzorov étant celui qui a tué Samuel Paty. Vous voyez, les frontières entre tout ça sont quand même assez... il est prudent d'attendre, en effet, de voir ce que ça va devenir. Et on se souvient aussi du reproche qui avait été fait à l'époque à Manuel Valls, qui était ministre de l'Intérieur, parce qu'il avait refusé la collaboration entre les services de renseignement français et syriens, alors même que des Français de nationalité française avaient rejoint la Syrie pour faire le djihad et que potentiellement d'autres allaient soit revenir, soit venir tout court. Les relations diplomatiques avec la Syrie, elles avaient été rompues en 2012, en raison notamment du comportement du gouvernement syrien à Homs en particulier. Et l'échange de renseignements également. Pourquoi? Parce que la Syrie conditionnait l'échange de renseignements entre les deux pays au rétablissement des relations diplomatiques. Aujourd'hui, c'est une question qui revient, notamment que l'on reproche à Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Mais la question, elle est discutable au minimum. Est-ce que, en effet, il était possible de reprendre les relations diplomatiques pour obtenir des échanges de renseignements et potentiellement protéger la communauté française? Je vais poser la question différemment. Je pense que le groupe HTS qui a pris le pouvoir, aujourd'hui, il est classé comme organisation terroriste par la France.
Ce ne sont donc pas des amis. Or, il se trouve que la diplomatie n'est pas d'abord faite pour parler à des amis. Parce que sinon, évidemment, on n'aurait pas besoin de se prendre autant la tête. Et qu'a dit Emmanuel Macron après avoir eu Olaf Scholz au téléphone? Qu'ils étaient prêts à envisager, sous condition, une coopération avec les nouveaux dirigeants, dont le mouvement est actuellement classé terroriste. Pourquoi ? Précisément pour essayer de suivre la situation sur place. Ça n'est pas absurde de se poser la question de la légitimité de relations au profit d'abord des Français. On peut très bien défendre nos intérêts en premier, ça peut nous arriver, et ça n'est pas absurde de le faire. La réalité, c'est que l'inquiétude sur ces flux migratoires aurait dû être de mise depuis le premier jour, parce que depuis le premier jour, c'est l'instabilité et l'opacité de la situation qui prévaut. Très intéressant de nous rappeler effectivement que Manuel Valls avait refusé la collaboration avec la Syrie pour savoir un petit peu qui arrivait en France. Dernière question, Charlotte, est-ce qu'il faut désormais craindre un afflux de migrants avec ce même risque qu'on avait à l'époque? Mais les plus cohérents, on va dire, dans la lecture aujourd'hui, pas les plus coréens, les pauvres n'ont rien à voir avec ça. Les plus cohérents dans cette histoire sont en réalité les Autrichiens. Les Autrichiens qui envisagent directement, qui disent non seulement on suspend les demandes futures d'asile, mais aujourd'hui on envisage le retour de Syriens qui ont été accueillis en raison du risque que leur faisait courir le régime en place qui vient de tomber, donc ce ne sont plus eux qui risquent. Parce que le principe d'une guerre civile, c'est que ceux qui risquaient potentiellement leur vie hier en raison d'Assad au pouvoir sont aujourd'hui ceux qui ont gagné entre guillemets la guerre, et donc ceux qui risquent leur vie potentiellement demain ne sont plus les mêmes. Par définition, dans une guerre civile, il y a un camp qui gagne, c'est l'autre qui risque potentiellement sa vie. Encore une fois, on l'a dit, ça n'est pas le cas aujourd'hui, mais ça pourrait le devenir. Alors, Jean-Noël Barrot, notre ministre à nous, l'a dit en ces termes, il a dit « Un espoir que les réfugiés syriens dans le Moyen-Orient et peut-être bientôt en Europe puissent enfin rentrer dans leur pays ». Donc finalement, je reprends les termes de Mathieu hier, la remigration n'est pas toujours un drame et le statut de réfugié est d'abord un statut d'exil temporaire. C'est-à-dire que si la guerre est finie, on peut imaginer un retour. Mais la Commission européenne a déjà fait savoir que les retours devaient être volontaires. C'est la base, ils doivent être volontaires. Et pour la suite, évidemment, par définition, on ne sait pas. Le chef, on en a parlé hier, est passé par Daesh, Al-Qaïda, Al-Nosra et désormais HTS. Ce ne sont pas les djihadistes qui, a priori, vont fuir en premier. À moins qu'il ait réellement changé, cet homme, et qu'il ne concède absolument aucun espace vital aux djihadistes qui étaient ses amis d'hier. Mais en effet, la situation est difficilement lisible et par rapport à hier, c'est encore moins lisible. C'est le genre de coup d'État le plus improbable de ces dernières années. On a le parti basse, qui est le parti fondateur du régime, c'est ce qui dépasse évidemment un homme. Le parti basse a dit soutenir la phase de transition. Le chef des rebelles, donc le fameux Djoulani, il s'est entretenu hier avec l'ex-premier ministre de Bachar el-Assad, donc pour, je cite, coordonner la transition du pouvoir. Et enfin, le Parlement syrien, qui était en place hier et qui est encore en place aujourd'hui, parce que c'est toujours le gouvernement d'hier qui est en place aujourd'hui, a annoncé, je cite, respecter la volonté du peuple syrien. Donc, comme les djihadistes d'autrefois se comportent bien ces derniers jours, on se pose la question, est-ce que c'est un accord préalable? Est-ce que c'est une transition qui avait été prévue? Est-ce que c'est un miracle de terroristes devenus sages et démocratiques? Est-ce que c'est une stratégie qui pourrait aboutir à une situation dramatique? Les Européens ont raison, il est urgent d'attendre.